Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour ce webinaire dédié au logiciel de recouvrement et credit management. Alors, comment ce type de logiciel peut devenir votre meilleur allié pour accélérer le cash et gérer le risque client? Nous sommes deux intervenants sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, Olivier Blandin, directeur général adjoint chez Urios BUC, en charge du pôle software, et moi-même, Françoise Boyer, directrice marketing et digital. Alors, tout d'abord, quelques mots sur Urios BUC. Nous sommes un cabinet de conseil, éditeur de logiciels spécialisé dans l'optimisation du BFR. Nous accompagnons tout type d'entreprises pour leur permettre de développer leur chiffre d'affaires tout en sécurisant le crédit interentreprise et en accélérant leur cash. Nous sommes particulièrement reconnus pour nos analyses financières pointues, reflétant la santé en temps réel des entreprises et nos solutions innovantes pour réduire le risque d'impayé et accélérer le cash, tels que nos logiciels d'automatisation du recouvrement, et c'est à ce titre que nous intervenons aujourd'hui. Alors, le recouvrement, c'est un sujet d'actualité fort. À la suite du confinement, tout le monde a en tête l'explosion des retards de paiement, ainsi que la mise en place de mesures d'urgence par l'État, telles que le PGE, prêt garanti par l'État, et le comité de crise sur la question du crédit interentreprise dirigé par Pierre Pelouzet. Alors, selon Pierre Pelouzet d'ailleurs, le délai moyen de retard de paiement, qui est habituellement de 10 jours après échéance, a été multiplié par 10 au plus fort de la crise. Actuellement, le délai moyen tend à revenir à la normale. Néanmoins, le sujet du cash va rester un sujet prioritaire dans les mois à venir. Pourquoi? Parce que les entreprises vont devoir rembourser leur PGE, ce qui risque de créer des tensions sur la trésorerie. Les entreprises vont aussi se confronter à une économie contractée. Les projections économiques anticipent une baisse du PIB de l'ordre de 10% en 2020. Le risque, c'est d'assister à une nouvelle augmentation des retards de paiement, avec un risque de défaillance en chaîne des entreprises, et donc l'obligation pour les entreprises d'avoir une vigilance accrue en matière de cash et de crédit interentreprise. Dans ce webinaire, notre objectif est de vous montrer comment notre logiciel Cash & Credit peut vous aider à surmonter 3 défis. Tout d'abord, de mettre en place une stratégie de recouvrement optimale pour accélérer le cash, maximiser votre trésorerie rapidement et sur le long terme. Également, de mieux piloter votre risque crédit. Il faut disposer d'une visibilité sur le risque embarqué et arbitrer sur le risque futur. Sujet d'autant plus important qu'en face de vos encours, vous avez potentiellement des lignes de crédit revues à la baisse par les assureurs crédit. Et enfin, d'instaurer une culture cash pour mobiliser les équipes et pérenniser le dispositif global. Olivier fera à la fin de ce webinaire une démo du logiciel Cash & Credit. Vous pouvez poser vos questions via le chat, nous y répondrons à la fin. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Blandin pour la première partie, automatiser le recouvrement pour accélérer le cash. Eh bien, merci Françoise. Bonjour à tous. Alors, la première partie, ça va concerner surtout le cash. Automatiser pour accélérer le cash, ça semble évident. On va faire déjà une première introduction, automatiser pourquoi. Ensuite, voir l'intérêt d'avoir un outil agile et souple qui va plus loin qu'un ERP standard pour modéliser et accélérer l'entrée de cash. Et le troisième point, l'intérêt d'automatiser la gestion des litiges. Alors, le premier point, c'est automatiser les processus. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on va industrialiser tous vos process. On va donc libérer du temps aux équipes, ce qui va leur permettre de qualifier chaque mois 100% de vos factures. Si vous ne faites pas cette mécanisation ou si elle est imparfaite, la réponse du client, c'est que l'encaissement sera évidemment moins facile parce que la relance n'est pas contextualisée. Donc, l'aspect automatisation étant dite et évidente, on va aller voir le slide suivant qui est l'agilité et la puissance de l'outil. Sur le slide suivant, vous allez voir d'ici peu, Françoise, merci, les 3 processus que vous avez sur votre stratégie. Alors, nous avons 3 processus dans la fonction finance. Le processus recouvrement qui va vous permettre de faire votre relance avant et après échéance. Le processus crédit qui va vous permettre d'intégrer les données des assureurs crédit et de gérer vos alertes par rapport à vos plafonds d'encours, etc. Et le processus litige. Donc, le but, ça va être d'intégrer finement ces 3 processus. Il y a un sens dans cette intégration d'autant plus fort si vous intégrez votre GED. Donc, soit la GED de Cash & Credit,
soit la GED, donc gestion électronique de documents, votre propre GED ou votre partage de répertoire avec vos images de facture. L'intérêt, c'est évidemment d'avoir les images de facture adossées à votre mail ou votre courrier de relance pour éviter les premiers retours des clients qui ne servent à rien, qui concernent la non-réception des factures. Sur le slide suivant, vous voyez ici la partie liée à l'agilité de l'outil. Donc, cet arbre de conditions que vous voyez en haut, c'est un descriptif d'une stratégie ou d'un processus. Donc, c'est quoi un processus? C'est composé de critères ou de conditions, les cases en bleu, par exemple le type de client, si les PME, grands comptes, si c'est un client à risque, s'il y a un dépassement d'échu. Donc, un ensemble de conditions qui doit être modélisable par vous-même et des cases en orange que sont des actions. Donc, une action, c'est quoi? Ça va être un email, un courrier ou un scénario qui compose plusieurs emails et courriers qui se déclenchent dans le temps, différentes alertes, différents types d'actions. Donc, l'opération, en fait, et la difficulté, c'est d'avoir un outil agile. Et vous voyez ici une différence par rapport à un ERP ou un outil de base qui vont déjà vous permettre d'avoir une première amélioration du cache. Ben, il faut quand même pouvoir aller assez finement au-delà des critères de base pour avoir une bonne réactivité de la part de votre client. Parce que si vous relancez de manière incertaine et peu contextualisée, hein, la réponse est d'autant plus mauvaise. Ça, on s'en aperçoit en fait quand on fait nos ateliers. Il nous arrive d'avoir des clients qui demandent une première modélisation simplifiée. Et si au bout de 3 semaines, la modélisation a porté ses fruits, elle reste insuffisante. Et là, on voit très nettement l'intérêt d'aller plus finement dans la modélisation. Alors, dans le contexte de l'expérience Covid, on a vu la nécessité de vos équipes, recouvrement et crédit, de se réaligner réactivement par rapport aux révisions des objectifs cash court terme de votre entreprise dans un contexte de reprise d'activité. Donc, elles doivent aussi identifier rapidement les situations de retournement. Dans l'exemple que vous voyez en dessous, on est sur un cas classique qu'on a beaucoup rencontré en sortie de Covid, c'est le retraitement des factures de la période Covid. Donc un logiciel, pour être efficient, doit être en mesure de gérer un échéancier pour vos clients qui, pour certains, sont en difficulté de paiement. Donc on doit pouvoir faire un échéancier sur les factures, par exemple, de la période Covid. Mais si ce client continue à travailler avec vous, les autres factures doivent suivre le cycle normal. Si le logiciel ne sait pas gérer de manière fluide ce genre de cas, ça veut dire que vous êtes face à un retraitement manuel ou peu automatisé. Un autre cas de figure, dans le cas par exemple où vous faites du prélèvement sur impayé. Si vous faites du prélèvement, vous allez avoir des retours sur impayé, il va y avoir des motifs de rejet. Le RIB est incorrect, le compte est sans pro ou le compte est clos. Dans ces 3 exemples-là, chaque motif doit donner lieu à un circuit différencié. Si vous n'intégrez pas chacun des circuits dans vos processus, ça veut dire que c'est un gestionnaire qui doit le gérer de manière manuelle et donc c'est lui-même qui doit structurer son travail sur ce type de points. Là, vous voyez l'intérêt d'intégrer la finesse de la modélisation au travers de ces 3 exemples sur ce slide. Alors, si je récapitule, l'outil doit donc être en mesure de s'adapter au contexte pour automatiser tous les circuits évidents afin de faire remonter les exceptions aux collaborateurs. Il doit s'adapter facilement et rapidement aux changements de stratégie avec des notions de bac à sable, c'est-à-dire d'environnement de test pour que vous puissiez tester cette modélisation. Il doit vous permettre d'intégrer des conditions très variées de manière autonome sans faire appel à des développements ou des interventions chez votre éditeur. Donc, agilité et autonomie, c'est vraiment le maître mot pour automatiser facilement toutes vos actions et vos changements de stratégie. Sur le point suivant, il s'agit d'accélérer la résolution des litiges. Donc, le litige, c'est un retardant de paiement. Le résoudre vite, c'est accélérer le retour de cash. Il ne faut pas, évidemment, ça ne suffit pas d'identifier et d'envoyer une alerte pour se dire que l'affaire est faite. Il faut relancer en interne sous différents modes de communication, le suivre, challenger les responsables. Et on connaît dans la fonction finance la difficulté de challenger des acteurs externes
Donc, il va falloir avoir pour cela des indicateurs, par exemple des délais de détection de litige, combien j'ai mis de temps à détecter la présence d'un litige, et des délais de résolution, combien la personne a mis de temps à résoudre ce litige. Donc, cette gestion demande un workflow pour chaque type de litige. Vous voyez sur le slide à gauche deux process litige. Donc, dans le processus litige, un cas sur un litige tarif qui nécessite l'intervention d'un commercial qui va arbitrer. Donc, on a un arbitrage. Derrière un arbitrage, on peut avoir deux circuits distincts, par exemple réalisation d'un avoir ou refus. Dans le cas d'un délai, on va demander plutôt un bon de livraison, peut-être qu'il va être dans votre GED, et on va relancer en fonction parce qu'on a trouvé notre bon de livraison, donc on va continuer notre circuit de relance. Vous voyez donc que chaque type de litige a évidemment son workflow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir intégrer l'organisation de votre entreprise. L'annuaire des collaborateurs de votre entreprise qui sont liés à la fonction finance de manière directe et indirecte. Alors, pas seulement l'ADV et les commerciaux, pas seulement la compta, mais des fois la logistique, la production, les responsables d'agence. Tous ceux qui sont acteurs dans la résolution des litiges doivent être intégrés et de ce fait, vous allez pouvoir les relancer de manière manuelle ou automatique et donc accélérer la résolution. Ce que vous voyez à droite, c'est un tout petit extrait d'un client qui est sur toute l'Europe. Et là, vous voyez la complexité de ces process dans la gestion de ces litiges. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'aiguillage. C'est typiquement, ce sont des process réels. C'est typiquement ce qu'on voit dans la modélisation des litiges, c'est que les circuits de gestion des litiges sont complexes. Donc, intérêt de modéliser ces litiges, c'est que ça va vous aider à structurer les tâches de vos collaborateurs, ça va leur permettre d'avoir un apprentissage et un suivi beaucoup plus rapide, et ça va vous permettre de solliciter aussi plus rapidement les personnes externes à la fonction finance et qui impactent la résolution. Alors là, on était sur la partie plutôt automatisation et process cash. On a une deuxième partie qui est l'intégration de la politique crédit et l'intérêt de l'intégrer dans le logiciel pour piloter le risque client. Donc, comme vous le savez, vous êtes sûrement credit manager, vous êtes aux manettes d'un jeu difficile et dangereux. Vous devez surfer dans les limites de raisonnable pour avoir une sinistralité tolérable, voire des fois nulle, pour le groupe. C'est-à-dire le groupe n'est pas prêt à recevoir de votre part beaucoup de sinistres, et donc vous êtes face à cela avec différents leviers, et vous avez face à vous une volatilité de votre poste client, une facture qui est non échue un jour devient retardée le lendemain, et vous avez des situations de retournement qui sont très soudaines. Donc, votre difficulté, c'est de disposer d'une image actualisée, précise et fidèle de la capacité d'engagement et de réalisation de paiement de chacun de vos clients. Pour ça, on va aborder 3 points. Pour pouvoir intégrer vos indicateurs de tolérance crédit, vous devez pouvoir disposer d'une vision à 360, ce sera le premier point. Deuxième point, analyser finement vos indicateurs grâce à cette vision à 360. Et troisième point, avoir des alertes pertinentes. Sur le slide que vous voyez là, il faut déjà pouvoir intégrer l'ensemble des données comptables. Donc, sur beaucoup de RP ou de premiers logiciels, vous allez pouvoir relancer vos factures, ce qui est un premier gain. L'intérêt d'une vision à 360, c'est d'intégrer à solde égal votre ERP par rapport à votre logiciel Cash and Credit. C'est-à-dire intégrer non seulement bien sûr les factures et les règlements, mais aussi les avoirs, les crédits ouverts, les OD, les acomptes, les garanties, l'ensemble de votre 411, l'ensemble de votre 413, les effets à recevoir, et l'ensemble de vos douteux, les 416. Avec ça, vous avez une vision comptable à 360. Deuxième point, les données extra-comptables. Si vous avez un assureur crédit, ce qui est le cas pour les 3/4 des credit managers sûrement présents, vous avez besoin d'intégrer les commandes en cours, le livret à facturer, qui est issu, selon les cas, soit de la compta, mais souvent de la gestion commerciale, et toutes les données de credit management, c'est-à-dire les limites de garantie de votre assureur crédit, les plafonds d'encours que vous avez autorisés, les différents scores internes ou externes, donc tout ce qui participe à la bonne qualification de vos comptes. Tout ça, ça vous amène une vision à 360, ce qui vous évite
d'aller basculer sans arrêt entre plusieurs de vos outils. Sur le point suivant, on analyse de ce fait le risque réel d'insolvabilité de manière plus fine. Alors, depuis mars 2020, on a 60% des bilans qui sont confidentiels. Donc, on a eu encore une hausse par rapport à l'année passée et 93% de ces bilans confidentiels concernent au moins des sociétés de moins de 10 salariés, donc des petites structures qui passent facilement sous les radars. D'autre part, on a eu notre contexte de crise Covid. Ça veut dire que la fiabilité des sources classiques est bouleversée, notamment celles provenant des bases de données et d'analyses bilancielles. Pour analyser et pour améliorer cette visibilité, Cash & Credit est en lien direct avec les analystes Urios BUIC, ce qui permet de commander en un clic des informations fiables et actualisées de demandes d'études de solvabilité, et ça vous permet aussi de disposer de garanties sur les encours pour les comptes qui vous intéressent. Et ce, partout dans le monde. Ça se réalise par des interviews ciblées dans l'écosystème de votre acheteur ou de votre partenaire. L'outil doit donc permettre d'alerter sur des signaux évidents, donc les dépassements de garantie, les nouvelles commandes dépassant un plafond, et aussi sur des indicateurs qu'il faut interpréter. Donc une dégradation de score ou une baisse de couverture crédit peut avoir un intérêt. Il faut vous permettre aussi d'approfondir facilement une analyse lorsqu'une connaissance financière de votre client est incertaine. Pour le point suivant, le contexte de la politique crédit nécessite que vous soyez alerté à bon escient et que vous puissiez arbitrer par rapport au dépassement ou des comptes qui ressortent en rouge. Dans l'exemple que vous voyez ici, vous avez un compte qui est couvert par votre assureur crédit à hauteur de 10 000 €. Vous avez une limite de crédit autorisée à 15 000, donc vous avez pris un risque en auto-assurance de 5 000 et vous souhaitez pour ça connaître le risque non couvert. Donc l'outil doit vous permettre de distinguer le montant en auto-assurance. Si une commande de 20 000 € arrive, celle-ci doit être bloquée et faire l'objet d'un réarbitrage avec des données consolidées et actualisées, sans avoir à naviguer, comme on a vu tout à l'heure, sur plusieurs outils. Donc le blocage de commande, dans la particularité de ce type de fonctionnement, il doit pouvoir remonter instantanément vers votre outil de gestion commerciale habituel. On a des choses qui peuvent tolérer du délai, par exemple une limite d'assureur crédit qui est actualisée une fois par nuit suffit. Par contre, un blocage de commande, là, à moins que votre activité le permette, normalement, il doit remonter immédiatement vers votre outil de gestion commerciale. En conclusion, par rapport à cette politique crédit, Cash & Credit permet de disposer du risque embarqué et du risque futur, c'est-à-dire les commandes en cours, le livrable facturé, même pour certains, les devis en phase de confirmation. On a vu les lignes de garantie et les crédits accordés, afin de pouvoir réagir immédiatement par un blocage ou réarbitrage. Je passe maintenant la parole à Françoise pour le troisième levier qui est le partage de la culture cash. Oui, merci Olivier. Alors, effectivement, la mise en œuvre d'un logiciel permet d'instaurer, de diffuser une même culture cash à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, ce qui permet de consolider les processus cash et crédit. Alors, le premier enjeu, c'est la gestion collaborative. C'est de fédérer les équipes autour de la gestion du cash et du crédit interentreprise. Cash et crédit va leur permettre de travailler ensemble de façon collaborative dans un contexte de dispersion géographique. C'est-à-dire que Cash & Credit peut permettre de gérer plusieurs équipes, des équipes à distance, sur des sites différents, voire à l'étranger, avec des collaborateurs sur site ou voire en télétravail. Tout le monde travaille sur les mêmes plateformes, ce qui permet de suivre l'activité et de mesurer les résultats. Alors, comment Cash & Credit permet cette gestion collaborative? D'abord, puisqu'il centralise les informations, on l'a déjà vu, mais il permet aussi la mise en place de référentiels communs et de fiabiliser et de partager des indicateurs de performance. Toute entreprise parle ainsi le même langage et œuvre en faveur de la maximisation de la trésorerie et la réduction du risque client. Par exemple, nous avons un client qui est une grande entreprise de transport avec un siège en France et des filiales dans une vingtaine de pays. Chaque filiale a son propre logiciel comptable non connecté avec les autres. La relance
est géré au niveau de la filiale, avec une stratégie qui correspond aux caractéristiques du pays. En revanche, le pilotage du credit management et du cash se fait au niveau groupe. Donc, seul Cash & Credit permet en interne d'avoir une vision de l'ensemble des encours d'un client dans chaque pays, et de consolider ces encours au niveau groupe. En cas de dérapage, le Credit Manager peut alerter ainsi l'ensemble des autres filiales et arbitrer via l'outil. Autre avantage, plutôt au niveau du management, grâce à Cash & Credit, il est possible d'anticiper les pics d'activité sur une équipe de recouvrement et de déléguer directement via l'outil la gestion d'un portefeuille à une autre équipe, quelle que soit la situation géographique, afin de réduire la pression et de maintenir la qualité du recouvrement. Deuxième avantage, avec un tel projet, vous donnez de l'importance à l'activité cash et à l'activité crédit. Vous donnez du sens à vos collaborateurs qui sont valorisés et gagnent en autonomie. Pourquoi? D'abord parce qu'ils passent moins de temps sur les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée. Ils peuvent ainsi se concentrer sur le traitement des litiges, les dossiers complexes pour accélérer le paiement. Par ailleurs, comme l'ensemble de l'information est dans l'outil, chaque gestionnaire de recouvrement peut contextualiser sa relance, avoir un discours beaucoup plus pointu, et la relance est d'autant plus efficiente. Le collaborateur est aussi plus réceptif aux signaux faibles, ce que vont lui dire ses interlocuteurs au téléphone. Il pourra ainsi remonter rapidement des informations auprès du Credit Manager qui pourra alors réarbitrer au plus près le cours autorisé. Le collaborateur est acteur du cash, il gagne en autonomie, et vous pouvez même décider de leur donner la possibilité de déroger aux règles automatisées pour accélérer le paiement des factures s'ils trouvent une solution plus favorable ou plus pertinente. Enfin, Cash & Credit participe à la culture cash car il permet d'évaluer la performance avec un reporting adapté aux enjeux et aux responsabilités de chacun. C'est un outil de pilotage à plusieurs niveaux. Alors, au niveau de l'utilisateur, tout d'abord, qui dispose d'indicateurs permettant d'afficher la progression de son portefeuille sur son tableau de bord. Le chiffre d'affaires, les encaissements, le taux de facture échu et non échu, et surtout ses tâches à faire. Cash & Credit est livré avec une batterie d'indicateurs pour suivre votre cash et votre risque, que ce soit au niveau opérationnel ou au niveau de direction générale. Ce qui est notable, c'est que vous pouvez surtout construire au fur et à mesure, en fonction de votre maturité sur le sujet et de la conjoncture, vos propres indicateurs, en toute autonomie, simplement, sans avoir à repasser par nous ou par votre intégrateur. C'est un véritable gain de temps et d'efficacité. Alors, je vais redonner la parole à Olivier qui va vous faire une démonstration rapide de 2 points essentiels chez Cash & Credit, l'onglet compte client et la gestion des scénarios. Eh bien, merci Françoise. Et normalement, vous voyez mon écran. Donc là, vous voyez la page d'accueil de l'application qui fournit au gestionnaire par rapport à ses droits différentes statistiques. Et je vais aller chercher un compte client spécifique qui n'a pas de rapport avec la réalité, qui est le compte Peugeot. Alors là, je suis sur un compte client. Qu'est-ce qu'on voit sur un compte client? On a l'historique du compte avec l'ensemble des actions automatiques et manuelles qui ont été réalisées, des blocs-notes, des notions de sous-compte, c'est-à-dire que ce compte a des comptes, par exemple, de facturation. Et ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller voir l'onglet compte avec l'ensemble des éléments financiers. Alors, si je parcours brièvement les autres onglets, j'ai une gestion des contacts de ce compte. Je vais pouvoir envoyer des emails et des actions à l'agenda. Je vais pouvoir analyser les risques, gérer mes réclamations et avoir l'onglet divers. Alors, sur cet onglet compte, ici, j'ai une balance AG paramétrable qui me fait ressortir en rouge dès que j'ai un retard par rapport à certaines écritures en échéance. J'ai ici un taux d'échu de 52%, un échu de 54 000, des écritures qui sont bloquées par des réclamations ou d'autres critères, et un montant que je n'ai pas qualifié, qui est de 13 000 €. Donc là, je dois justifier ces 13 000 €.
Donc, mon travail en tant que gestionnaire, c'est d'aller travailler en sélectionnant ces 13 000 € pour qualifier par des promesses, des litiges ou autres. En dessous, cet écran est complètement paramétrable en fonction des profils. Je vais voir l'ensemble de mes écritures non lettrées ou lettrées. Je vais voir si j'ai des documents, par exemple des images de factures liées à chaque ligne. Si j'ai des litiges, je peux avoir plusieurs litiges par ligne. Je vais pouvoir saisir des commentaires en lot et vous voyez en bas que j'ai différentes actions possibles. Alors, par rapport à l'actualité Covid, la première chose qu'on va faire, c'est saisir un échéancier, ce qu'on n'aurait jamais montré il y a 6 mois, mais qui aujourd'hui s'avère extrêmement utile. Ce client qui s'appelle Peugeot Conso me demande un échéancier sur ces 2 factures. Je vais donc sélectionner ces 2 factures. En bas de l'écran, j'ai différentes fonctionnalités. Et dans les fonctionnalités, j'ai la capacité de créer un échéancier juste sur ces 2 factures. Et donc là, il me dit, sur ces 43 000 €, je veux payer par exemple en 10 fois. Il va en déduire le montant. J'aurais pu saisir le montant et en déduire le nombre. J'indique une date de début, par exemple à partir de lundi prochain, avec un taux d'intérêt, un type de paiement, et je le crée. En faisant ce genre de choses, ça va me permettre de voir l'ensemble des échéanciers déjà actifs sur le compte. Et j'ai mon détail ici d'échéancier que je peux remodifier à souhait par rapport soit au montant total intégrant les intérêts ou pas. Une fois que le client m'a donné son accord, je valide l'échéancier. Le fait de valider l'échéancier va faire que les factures en question sont bloquées. Elles ne seront plus dans le circuit normal de la relance, mais par contre, j'aurai un circuit qui sera bien différencié, qui sera lié exclusivement au retard sur échéance. Donc là, on voit que mes 2 factures viennent de passer en échéancier. Donc ça, c'est la fonctionnalité 1. Je vais être capable de distinguer les échéances des échéanciers, des factures qui sont en dehors du circuit. Le deuxième point, ça concerne la consolidation. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a ce compte à des sous-comptes. Cette fonctionnalité est très pratique. Sur cet écran, j'ai rajouté une colonne qui s'appelle sous-compte. Ça veut dire que j'ai un compte Peugeot Conso, qui est le compte, par exemple, comptable ou le compte majeur, qui a un ensemble de sous-comptes. Et ces sous-comptes, en cliquant sur chaque ligne, je vais pouvoir aller les visualiser de plus près. Par un simple clic, maintenant je suis sur Peugeot Nord, avec les écritures afférentes à Peugeot Nord et Peugeot Rent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois au niveau de mon risque et au niveau de ma relance, je vais pouvoir relancer au niveau du sous-niveau hiérarchique, c'est-à-dire exclusivement par sous-compte, par compte facturé, ou je vais pouvoir relancer au niveau de mon compte majeur. Donc, ce qui est vrai pour la relance est vrai pour mon risque. Je vais pouvoir gérer des limites de crédit au niveau des sous-comptes et des comptes. Dans l'exemple tout à l'heure qu'a cité Françoise, on peut avoir par exemple un compte Peugeot qui travaille avec un client sur l'Espagne et donc qui va avoir une notion de consolidation que sur l'Espagne et une hiérarchie complémentaire au-dessus qui serait la partie Europe de l'Ouest et la partie monde. Ça veut dire que je vais avoir 2, 3, 4, 5 niveaux hiérarchiques de consolidation, ce qui va me permettre de relancer au niveau global de ma hiérarchie si je le souhaite, ou d'avoir des notions de risque, soit au niveau du sous-compte, soit au niveau du compte majeur. Donc là, c'était les 2 points qu'on souhaitait montrer au niveau des comptes. Autre point, on a parlé modélisation et de l'intérêt d'avoir une finesse de modélisation. Alors pour ça, je vais aller dans le menu du logiciel et on va aller voir ensemble la face cachée du logiciel. Je vais dans le paramétrage du logiciel et dans le paramétrage, on va aller voir une chose, on va aller voir ce qui est un process. Donc je vais aller voir le process qu'on a nommé AFDCC. Et là, tout à l'heure, je vous ai très brièvement décrit le cas de figure. Donc ce process-là, cet arbre de conditions-là correspondrait à une partie d'arbre de conditions ou de processus recouvrement. Si mon compte est une PME, si mon solde est supérieur à 0, donc ces cases en bleu, comme je disais tout à l'heure, ce sont des conditions. Lorsque le fil est vert, ça veut dire que les conditions sont remplies. Donc pour tous les comptes qui sont PME avec un solde supérieur à 0,
à 0, etc., etc., je vais faire des actions. Comme on a vu tout à l'heure, les actions, ça va être soit des actions individuelles, comme des emails, des courriers, des actions de mise à l'agenda des collaborateurs, soit des groupes d'actions, ce qu'on appelle des scénarios ou des plans d'action, qui vont se cadencer dans le temps en fonction de votre paramétrage. Donc, l'intérêt de ce genre d'arbre de conditions, vous voyez, c'est de pouvoir très facilement le moduler. J'ai des petites paires de ciseaux qui apparaissent. Je vais pouvoir supprimer mes liens, supprimer mes blocs. Et au travers du paramétrage qu'a construit l'utilisateur en cliquant sur nouvelles conditions et nouvelles actions, il va pouvoir ajouter tous les critères qu'il souhaite très facilement. Donc, vous voyez l'intérêt, dans la période Covid, on a fait énormément d'adaptations sur la modélisation pour se caler au plus près de vos exigences et de la réalité de présence chez vos clients, de la réalité des paiements. Intérêt de cet arbre de conditions, vous voyez qu'il peut être migré sur d'autres arbres. Donc, si c'est un compte public, je vais à l'onglet 2, comme dans Excel. Je vais pouvoir coupler un arbre vers un autre arbre et je vais pouvoir paralléliser. Donc, le fait de paralléliser, vous voyez ici le cas de promesses non tenues. Vous voyez ici le cas d'une gestion, d'une intégration pour partie d'une politique crédit. Je vais pouvoir d'un côté dire je gère mon recouvrement et en même temps dire je veux intégrer ma politique crédit. Ici, on demande si le compte est assuré ELR, si la limite de crédit est dépassée au-delà de 500 €, si la garantie est dépassée au-delà de 5 000, si le compte est VIP. Dans ce cas-là, je vais mener une alerte auprès de certains interlocuteurs. Dans d'autres cas, je vais mener une alerte auprès d'autres interlocuteurs. Donc l'intérêt, vous voyez, ça sera vraiment très librement de modifier votre modélisation comme on l'a vu tout à l'heure pour la réadapter de manière souple. Et c'est là où on parlait aussi tout à l'heure de bac à sable, c'est-à-dire d'environnement de recettes, ce qui vous permet de valider que votre modélisation tient la route par rapport à ce que vous souhaitez faire. Là, ça illustre l'aspect souplesse et agilité de Cash & Crédit. Voilà pour cette très brève présentation sur l'aspect processus. Merci Olivier. Alors, nous avons plusieurs questions. Donc, la première, je vais pouvoir y répondre. On me demande les slides. Oui, donc je vous confirme que nous enverrons les slides à la fin du webinaire. Sinon, Olivier, une autre question. Ce type de logiciel s'adresse à quel type d'entreprise? Plutôt des PME, des ETI, des grands comptes? Alors, ça démarre au PME. Évidemment, il faut que vous ayez déjà un petit peu de volumétrie pour commencer à avoir un intérêt. Il faut voir que si vous faites 10 millions d'euros, il y a un intérêt. Dès 10 millions d'euros, c'est intéressant d'optimiser votre cash. Bien sûr, sur du grand compte, national ou international, le logiciel est traduit dans de nombreuses langues. Il dispose de 3 devises simultanées par écriture, c'est-à-dire vous avez votre devise comptable, bien sûr la devise de transaction et la devise administrative qui est la devise groupe. Donc même si vous êtes sur des secteurs mondiaux différents, ça veut dire que vous pouvez disposer de reports consolidés à jour J, de tous vos indicateurs, même si vos différentes filiales disposent de RP différents. Alors, à ce sujet, on me demande comment se passent les échanges avec les ERP type SAP ou Oracle. Alors, systématiquement, pour tous nos clients SAP et Oracle, il s'agit de flux nocturnes. Donc, SAP peut poser des contraintes d'ordre technique pour avoir des flux actualisés en journée, ce qu'on fait pour d'autres clients. Donc, ce sont des classiques, je vais parler un tout petit peu technique, ce sont des fichiers CSV, donc des fichiers texte. Les intégrateurs sont habitués à ce genre de choses. Donc, chaque nuit, on va récupérer les comptes clients ainsi que les écritures comptables et données extra-comptables. Et le matin, l'utilisateur dispose directement de ces données à jour. Donc, on est sur des données J-1 par rapport à SAP. Alors, j'ai une autre question. En combien de temps Cash & Crédit se met-il en place? Alors, en fait, ça dépend plutôt de vous. C'est une grande problématique ou de votre DSI. C'est-à-dire que votre application est un moment crucial.
avec Cash & Credit, nous faisons des ateliers. Donc, s'il n'y a pas d'atelier ou peu d'ateliers, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que vous optimisez peu vos processus. Donc, vous aurez un premier rendu, une accélération de cash, mais on ne sera pas vraiment aux objectifs. Si on met en place des ateliers, ce qu'on fait nous systématiquement, alors selon les tailles d'entreprise, ça va varier entre 1 à 3 jours, on va dire sur des entreprises françaises ou qui sont proches de la France. Avec ces 1 à 3 jours, là on va optimiser vos processus avec nos experts métiers. Derrière ça, ça veut dire que le temps global de mise en œuvre va beaucoup dépendre de votre intégrateur ou de votre équipe informatique. On ne demande pas des choses complexes, hein, on demande des comptes et des écritures, c'est la base. Après, quand on demande des écritures de la gestion commerciale, il faut pouvoir récupérer des commandes en cours parce qu'il y a un intérêt pour vous. Donc ça, tout ça, ça peut être un peu de temps du côté de votre DSI. Et là, il faut compter entre 3 semaines à 2 mois. On a fait des très belles expériences de grands comptes avec une grande complexité en 3 semaines parce qu'ils étaient mobilisés. Après, on a des contre-exemples à l'international. Des fois, on est obligé de gérer par pays ou selon votre organisation. Si vous avez des N activités, il va falloir des fois gérer sur les N activités. Alors, j'ai un bon exemple, j'ai le droit de vous citer Groupe Dubreuil, qui a entre autres de l'aérien, qui a de l'hôtellerie, qui vend un peu de voitures, 40 000 voitures par an. Donc, c'est un grand groupe d'à peu près 2 milliards d'euros. Sur ce groupe-là, qui est multi-activité, on peut très bien avoir 80% qui a un process commun et 20% qui peut être un process spécifique par rapport à des activités. Donc, tout ça, c'est complètement modélisable. Donc, la réponse très courte, 3 semaines à 2 mois, mais ça dépend beaucoup de vous et ça peut être plus long si vous avez de la complexité. Bien, écoutez, je crois que ce webinaire touche à sa fin. Vous avez à l'écran nos adresses mail si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner, nous serons ravis d'y répondre, éventuellement de programmer une démo plus approfondie. En attendant, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci.